Bon alors, Oui, bonsoir et bonsoir aux gens qui sont déjà connectés alors. oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comment ça va déjà dans un premier temps, parce qu'on est dans une période compliquée. Donc, comment ça va? Euh, D'un point de vue purement sportif, ça va bien. Après, d'un point de vue vie au quotidien, c'est un peu difficile. On vient d'être reconfiné à Nice, donc les week-ends, alors c'est pas maison parce qu'on a la chance d'entraîner des sportifs de haut niveau, on peut quand même s'entraîner, mais bon, la vie et les loisirs sont difficiles. Et les loisirs Oui. pour un fighter, c'est quelque chose d'important puisque quand tu fais 16, 18 heures par semaine à la salle, je pense que les loisirs sont quelque chose de très important. Et malheureusement, ils en sont privés en ce moment, donc c'est difficile. Après, on s'accroche, il y a des objectifs sportifs importants, des échéances. Donc, on va dire globalement que ça va bien. D'accord. Bon, ça, c'est déjà l'essentiel. Alors, on va te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, sur MMA Story France, on a de tout. Mais on a également des personnes qui découvrent le MMA et qui découvrent à travers toutes les interviews et les lives, les pionniers et tous ceux qui ont contribué à faire l'histoire du MMA français. Donc, je vais te laisser te présenter succinctement et puis on rentrera dans les détails au fur et à mesure. C'est un exercice difficile hein, que tu me demandes d'entrer là comme Si ça, tu n'y mais arrives pas, je t'aide. Il n'y a pas de non, problème. on va essayer de faire ça de façon rapide. J'ai démarré le MMA dans les années 2000, quelque chose comme ça, après une base de karaté. Donc il y avait rien qui existait encore en France à cette époque. Et après divers voyages à l'étranger, au Brésil, au Japon, aux États-Unis notamment, j'ai monté mon club en 2010 qui s'appelle le Boxing Squad. Voilà, et je me suis occupé également de l'équipe de France amateur IMAF pendant 2 ans, jusqu'à la pandémie en fait. Voilà. Puis aujourd'hui, donc je gère le Boxing Squad, le Maccabi Club de Nice, et je m'occupe également avec Adrien Caillol de Résilience Sport Management. D'accord. Ok. Et on va revenir donc du coup sur ton cursus. Hmm. Parce que quand même, il y a eu énormément de combats. Hein. J'ai vu, j'ai un peu suivi. Franchement, il faut quand même qu'on en parle. Euh, Est-ce que on peut revenir au début? Quand Ouais, est-ce bien que, sûr. voilà. Donc tu nous as dit un petit peu lorsque tu as commencé. Tu as commencé par du karaté. C'est karaté avec Ouais. les KO, c'est ça? En fait, si tu veux, j'ai commencé par le karaté traditionnel à l'âge de 5 ans. Mhm. Ouais, 4 5 ans. Euh, Puis après, j'ai dû stopper. Il a fallu faire un choix. C'est comme ça que j'ai rencontré Samuel Monin, un grand champion de jiu-jitsu brésilien, parce qu'en fait, on faisait du football tous les deux. On était en sélection, en pré-sélection équipe de France. On s'est rencontrés comme ça. Donc j'ai mis les sports de combat entre parenthèses pendant quelques années. Puis Mhm. j'ai repris ça quelques années plus tard, vers 17 18 ans, par toujours du karaté, mais cette fois-ci une forme un peu plus dure, on va dire. C'était du karaté Shidokan, Kempo et ce qui va avec. Et puis la boxe, la lutte, le jiu-jitsu brésilien. Ouais, effectivement, pas mal de combats. J'ai pas compté exactement, mais je pense que si on additionne tout, il doit en avoir un peu plus de 200 quand même. C'est ouf, hein? Ah, C'est c'est de la ouf. passion. Aujourd'hui, tu sais, je regarde beaucoup de MMA, que ce soit le roadster de Mega ou même le loisir. Je reste un passionné. Je reste en premier lieu un passionné. Et mon premier regard quand je regarde un combat de MMA, avant de penser à mon travail de coach au quotidien, c'est le regard d'un passionné, d'un fan qui aime ce sport. Et depuis que j'ai vu je crois que le premier que j'ai vu c'était l'UFC 2. Donc depuis l'UFC Ah, 2 que j'ai regardé, tu vois, qui était par hasard dans mon vidéoclub, l'amour pour ce sport, et ben, il est jamais parti. Il est jamais parti. C'est un lifestyle. Le MMA, ça fait partie de ma vie, quoi. complètement. Ça a changé ta vie même d'ailleurs. Clairement, Ça a clairement. changé ta vie puisque tu te destinais certainement pas à ça, si j'ai bien compris. J'avais pas, mais tu sais, j'aime bien que les choses soient claires et souvent on caricature un peu les sportifs en disant ouais, il est capable de faire que ça, c'était ça ou la rue. Euh, Bon, voilà. Mais moi, j'aime pas trop ces clichés. Et puis en C'est plus, pas la rue. c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que j'avais pas mal de projets professionnels. Et avant de passer pro, je bossais dans l'automobile et dans la sécurité de façon régulière et conventionnelle. Et ça a été vraiment un choix de ma part de me lancer là-dedans à plein temps.
plus qu'une une évidence ou plus qu'une obligation tout du moins. Ok, ok. Et du coup, tu as eu pas mal de rencontres, pas mal de voyages. Tu as Ouais, été au Canada, en Suisse, j'ai fait Belgique, Angleterre. franchement j'ai fait à peu près tout ce qui pouvait selon les opportunités et les connaissances que j'avais, je voulais voir avant de. Je m'en suis servi après pour monter ma propre structure, mais au départ c'était pour voir un petit peu les différentes méthodes d'entraînement. Mhm. Et Dieu sait que ça change, franchement. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu homogénéisé et encore, il y a vraiment euh, de grandes différences en fait selon le pays dans lequel tu vas. Je donne un exemple tout bête. Au Japon, ils sont adeptes d'entraînement très long, avec une répétition technique, avec une intensité qui est plus basse qu'ailleurs, mais ils répètent énormément et les entraînements font 2 heures et demie, 3 heures. Et quand tu parles avec des responsables de pôle performance aux États-Unis ou même au Canada, ils vont te dire que non, que la tension nerveuse de l'athlète, elle se doit d'être sur des entraînements plus courts. Il y a beaucoup de préceptes qui diffèrent et du coup, moi, j'ai préféré me faire un mix un petit peu de ces gros clubs où j'ai eu la chance de m'entraîner pour en tirer ma méthode en fait au départ, qui aujourd'hui est je suis pas le seul à décider au Boxing Squad, tu vois, il y a beaucoup de talents et de compétences qui sont avec moi. Mais quand j'ai monté le truc, j'ai fait un petit mix un petit peu de tous ces pays, de ces clubs comme le Mac Dojo, le dojo d'Ayato Sakurai, le Hit Squad qui était le club de Matt Hughes à l'époque et pas mal d'autres clubs où j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner et me développer. Et qu'est-ce qui t'a poussé à entraîner et à coacher? Euh, L'envie de transmettre, elle est venue par la suite, par le biais des rencontres que j'ai fait de la première génération des combattants que j'avais avec moi au Boxing Squad, qui sont toujours avec moi d'ailleurs aujourd'hui, comme Miguel Haro, comme Eddie Missouri, comme Thibaut Colleuil. Euh, D'ailleurs, je suis fier aujourd'hui qu'ils fassent partie de mes process. Thibaut, il m'aide beaucoup pour la préparation de Manon Furo. Jérôme Bollerin, il est responsable de la performance au sein du club et il gère toute la préparation physique des athlètes. Donc, toute cette première génération, en fait, au départ, je voulais m'entraîner sur Nice parce que j'y étais revenu, comment dire, je savais pas en fait si c'était temporaire mon retour à Nice ou définitif. Je tâtais un peu le terrain. Puis Mhm. je devais combattre je devais combattre en Europe, donc j'ai différé un peu mon retour aux États-Unis. Et en fait, petit à petit, voilà, j'ai rencontré ces jeunes qui poussaient, qui voulaient s'entraîner avec moi, qui voulaient progresser. J'ai testé, puis avec Michael Mikalev qui a monté le club avec moi, je lui avais dit au début, hein, je dis, je sais pas si je vais rester, on verra. Puis au final, tu vois, ça fait plus de 11 ans que le club existe et je suis jamais reparti. Ouais. C'est depuis 2010 quand même, hein. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Il y a beaucoup d'adhérents Bah, là, pour l'instant, malheureusement, en ce moment, mais en général. mais ouais, sinon, il y a à peu près 200 adhérents si on compte les enfants et les ados. Ok, ok. C'est vrai que là en ce moment, c'est compliqué, hein, là pour tous les clubs de sport. Le Difficile de club, survivre encore. bah, c'est compliqué, c'est compliqué. Malheureusement, quand tu passes des diplômes, on te dit que le sport amateur, il se doit d'être associatif. Et quand tu regardes un petit peu ce qui peut être proposé, ben on te dit que pour les associations, il n'y a pas d'aide. Donc en ce moment, c'est compliqué. Heureusement que le club, il avait un petit peu de trésorerie, il avait une certaine antériorité dans le temps, donc qui nous permet de tenir le coup. Mais ça reste une situation très difficile. Et est-ce que, en fait, l'évolution de Manon Fiorot aussi peut aider, en tout cas, le club d'une certaine manière, puisque ça va attirer d'autres professionnels et que du coup, les professionnels vont continuer normalement à les entraîner. Bah, clairement, arriver déjà à l'UFC, c'est une étape et c'est un peu, tu sais, dans d'autres branches de métier, t'as des certifications. On te dit, voilà, tu es certifié ci, ça, ISO, pas ISO. On va dire que d'être capable d'emmener un athlète à l'UFC, ça te donne une certaine crédibilité vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis des investisseurs locaux et étrangers d'ailleurs. Donc, la signature de Manon, sa première victoire, elle nous crédibilise et effectivement sans les sponsors aujourd'hui, c'est pas qu'on pourrait pas exister, c'est que on aurait tout simplement dû fermer. Donc ça, oui, ça aide quand même pour assurer une pérennité et serrer les dents jusqu'à ce qu'on puisse repartir. Ah là là.
Ça, c'est vraiment difficile. Hein. Cette période pour ça, là, malheureusement, en plus, ça a un peu gelé un peu tous les événements, même si, bon, on a le grand Dana White qui a pu continuer et persister avec l'UFC. Les autres ont suivi, mais c'est vrai qu'en France, la légalisation est toute récente, hein, il y a 1 an. Ça a encore un peu de mal, en fait, à installer des événements. Il y en a qui arrivent là à partir de avril à huis clos. Mais du coup, c'est vrai que ça met pas mal d'athlètes en stand-by, quoi. Ben, déjà, d'un point de vue strictement législatif, pro, c'était une définition, on va dire, un petit peu disparate, quoi. Et pro, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'obtention d'une licence pro? Parce que je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas encore d'athlètes de MMA qui sont sur la liste des sportifs de haut niveau. Donc, sportifs de haut niveau, pour l'instant, on n'a pas le droit d'en bénéficier, malheureusement. Donc, ou t'es pro, mais d'un point de vue fiscal, j'ai envie de dire, et d'un point de vue licence fédérale, ou ben, en cas de contrôle, c'est compliqué. Donc ça, c'est la première fracture. Et la deuxième, ce sont les organisations, quoi. Aujourd'hui, le Bellator, ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas eu d'événements. L'UFC Oui. arrive à être régulier. L'UAE et le Brave arrivent à faire des événements. Sortie de ces organisations-là, c'est quand même très très compliqué. Alors nous, on n'a pas d'athlète au One, effectivement, mais il y a le One qui arrive à sortir des événements d'une façon assez compliquée quand même, puisque je crois qu'il y a 2 ou 3 événements qu'on a vus qui étaient des différés en fait. Oui, 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 Ils ont groupé des événements pour des raisons sanitaires au nombre de 2 ou 3, je crois, et oui, ils c'est ont ça. ensuite diffusé par la suite. Donc ouais, c'est assez compliqué. 50-70% des fighters pro n'ont pas de combat pour le moment, puisqu'à part quelques événements locaux et de très grosses orgas, eh ben il y a rien. Donc c'est une situation même pour les pros qui est difficile parce que j'en ai pas mal moi qui n'ont pas combattu depuis plus d'1 an. Ah, et du coup, quand on reste comme ça, même s'il continue à s'entraîner, est-ce qu'on perd en fait de sa qualité de combattant quand même? Je pense pas qu'on perde. Je pense que pour que ce soit bien fait, il faut que ça permette de travailler autre chose. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a des automatismes, il y a une routine dans la gestion du stress, dans la perte de poids. Et je pense que la non-répétition de ça va rendre la reprise plus difficile. Alors après, on pourra toujours dire que ce sera difficile pour tout le monde. Mais l'athlète qui a l'habitude de faire ses 2, 3 combats par an, qui a une routine, qui sait qu'après tel combat, il prend un peu de vacances et il se repose, eh ben ça va être plus difficile pour lui de reprendre au niveau des repères, au niveau de la routine, au niveau de tous ces marqueurs de performance. D'accord, d'accord. Je vais juste te faire un petit tour des commentaires parce qu'il y a pas mal de petits coucous en tout cas. Oui, il y a beaucoup de coucous. Alors, juste un petit commentaire. Alors, il y a quelqu'un, alors je vais te laisser deviner, peut-être que parce que je suppose que tu le connais, le meilleur gardien de but avec qui j'ai joué à Nice, une bise, mon Aldric. Qui est-ce? Alors, Meilleur gardien de but. c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a pas mal de Niçois. Moi, j'ai fait toute ma carrière à Nice, étant originaire de Marseille, donc je sais pas, il doit y avoir à peu près une quarantaine de personnes avec qui j'ai joué de façon régulière, on va dire. Donc, Ok. ça rend la déduction un peu compliquée quand même. 40, Alors, le pseudo, c'est Seblo Ranzini. Sébastien. Ouais, bah écoute, s'il est toujours connecté, je lui fais un gros bisou moi aussi, à Seb. Ah, et ben, du coup, ah oui, meilleur gardien de but, carrément. Alors, du coup, c'est vraiment, tu as écumé les sports, quoi. Tu en as fait pas mal. Ben, j'en ai pas fait tant que ça, mais en fait, quand je fais quelque chose, moi, il faut que ce C'est bien. soit vraiment dans la recherche alors pas de perfection, mais il faut que ce soit dans la performance. J'arrive pas à faire que ce soit, quel que soit le sujet auquel je m'attelle, si je le fais, c'est dans un but de performance, sinon je sais pas le faire. Je sais pas faire semblant. D'accord. Ah, ok. C'est tout ou rien. Si je Alors, t'ai dit oui sur le podcast parce que je trouvais que c'était intéressant et que j'avais regardé les trucs, si je l'avais pas senti, je t'aurais dit, je préfère pas. ah, bah, je suis contente. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, il y a une petite question. Ah, alors, du coup, je vais juste poser une petite question concernant, est-ce que tu as, enfin, je sais même pas, est-ce que je suppose que tu l'as lu, le règlement de la FMMAF, Ouais, le ouais, code bien sûr. sportif, Ouais. etc. Tu as tout suivi. Quel est Alors, ton ressenti? Lionel Brézéfin et Johnny Frachet, c'est des gens que je soutiens bec et ongle dans leur démarche. Là, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas contribué de par mon travail au contenu et ce qui va avec, mais pendant le premier confinement, j'étais disponible et j'ai soutenu à ma façon en proposant des choses, en faisant bénéficier de mon expertise dans la formation, puisque j'avais travaillé là-dedans quelques mois et quelques années auparavant. Euh, donc ouais, tout ce qu'ils font, moi je suis totalement fan.
malgré le fait que j'avais pas spécialement besoin de passer un diplôme de plus, dès que le diplôme en e-learning est sorti, je l'ai fait. Euh, j'ai appris des choses, donc j'encourage vraiment beaucoup d'entraîneurs même qui sont déjà diplômés dans des sports parallèles et annexes à faire cette formation en e-learning parce qu'elle est pas, elle mettra pas en péril les finances du club. Hein. Je crois que pour ceux qui ont déjà un diplôme d'État, elle est aux alentours des 100 euros. Et elle est très complète, elle est riche et elle permet de voir les choses avec un œil novateur. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime bien le code sportif. Alors c'est vrai que on va dire oui, mais des grades en MMA, mais oui, c'est important. Je pense que le fait qu'on gradue le MMA, ça permet. Alors pour le professionnel, ça va rien changer du tout. Mais par contre, pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte, ça va permettre de fixer un socle commun de travail sur la progression, sur certains coachs qui ont peut-être pas le recul nécessaire pour construire leur séance. Parce que c'est bien de dire je suis prof de MMA, mais dans quel but? Il faut aussi penser aux gens qu'on forme. Donc ça va permettre d'uniformiser un petit peu l'enseignement. Je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, on a une petite question sur Manon Sureau, on va y venir, on va y venir. D'abord, comment est-ce que tu détectes les talents qui peuvent devenir des champions? Euh, j'en ai quelques-uns, j'ai quelques exemples comme ça au club. T'as des personnages qui, par leur faculté et leur facilité d'apprentissage. Manon, bien sûr, Axel Sola, qui a débuté, qui est toujours au club, Baris Adibuzel. Il y a des, il y en a qui sont, j'en ai d'autres qui sont devenus pros, mais dont ça a été plus long, tu vois, l'épanouissement. Mais t'en as certains, tu les vois, tu vois leur faculté d'apprentissage et de recomposition des mouvements que tu leur as appris, tu te dis, bon, bah, après, ça suffit pas, hein, je veux dire, aujourd'hui, la faculté technique et la richesse technique, elle suffit pas à faire de toi un champion, mais déjà, tu as des gens qui vont mettre 2 ou 3 mois pour apprendre certains mouvements et tu en as d'autres à la fin du cours, ils les connaissent, ce sont des acquis et ils sont parfaitement maîtrisés. Donc déjà, on va dire que ça te met un petit indicateur du potentiel et de la performance quand tu vois la faculté d'apprentissage. Après, si on devait graduer des champions, allez, on va fixer 3 grands paramètres, même s'il y en a plein, on pourrait discuter de ça toute la soirée, mais on va dire que la richesse technique, c'est le 1. L'intensité, la capacité de générer une intensité, euh, on va appeler ça le physique en globalité, ça ferait 2, et la gestion du stress, ça ferait 3. Voilà. Donc quand tu vois que Ok. tous les indicateurs ils sont ouverts, tu commences à penser que tu as une petite pépite entre les mains. Ok. Alors, on a, c'est Fred Loco hein, qui a une question sur Manon Sureau. Ouais. On a Jaja83 qui dit j'étais venu une fois au Boxing Squad, tu m'as lâché un Axel Sola et j'ai ramassé. D'accord. Donc, Ouais. Axel, il a démarré à 13 ans au club, il en a 22 aujourd'hui, il va faire ses débuts professionnels dans pas longtemps. Je peux pas encore annoncer l'organisation, je vais laisser l'orga faire, mais c'est une organisation prestigieuse. Et après une grosse trentaine de combats amateurs et avoir été numéro 1 mondial pound for pound pendant 2 ans au sein de l'IMAF, il va débuter pro cette année. Vous le verrez en professionnel cette année, c'est promis. Donc Axel, ouais, il a démarré au club à l'âge de 13 ans. ok, on va noter ça, on va le suivre. On va le suivre. Oui. Alors, pour Manon Sureau, comment est-ce que, alors, on va commencer par le commencement, la rencontre. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Alors, Manon, je l'avais vu combattre pour ses championnats du monde à Vegas. Elle faisait pas encore partie du boxing squad euh, et elle avait perdu. Elle avait perdu au niveau de la lutte et du sol. Ça avait pêché un petit peu. Quelques semaines plus tard, elle a poussé la porte du club. On a échangé un petit peu. Euh, Moi, j'ai vu un talent, mais hors du commun. Mais vraiment, au niveau de sa façon de ressentir le sol, qui est une discipline très difficile en plus, avec laquelle des fois il peut y avoir des difficultés pour la jambe féminine. Alors c'est pas macho Mhm. hein, ce que je dis, c'est juste qu'en général l'appréhension, la lutte pour les femmes, l'apprentissage est plus long si elles viennent pas de ce sport-là. Et elle, pas du tout. Au fil des séances,
c'était progrès sur progrès. Donc, on avait déjà fait, parce que on parle souvent du jeu de la prédiction avec maintenant, on fait des prédictions sur les combats et elles se révèlent justes. La première prédiction, moi, je lui avais dit qu'elle serait peut-être pas championne d'Europe, mais qu'elle serait championne du monde l'année d'après. Et on l'a fait. Elle a fait vice-championne d'Europe et championne du monde par la suite. En corrigeant trois trucs, en travaillant un peu la lutte et en travaillant juste sur ses déplacements. Mais ouais, sa faculté de compréhension et son fight IQ, c'est exceptionnel. Maintenant, le game plan, tu as juste besoin de la conforter. Elle a déjà compris naturellement et instinctivement, elle sait déjà ce qu'il faut faire pour gagner, quoi. Incroyable. Ah, mais votre jeu des prédictions, là, vraiment, ça tombe juste, hein. C'est Après, c'est vraiment tu vois, tout ce qu'on a fait par la suite, c'est-à-dire le passage en professionnel, la télé-réalité de l'Afrique du Sud, la ceinture d'Afrique du Sud, le passage à l'UAE, c'est vraiment du travail et c'est surtout de la confiance. Parce qu'après, tu vois, souvent on me dit, ouais, mais t'es super fort comme entraîneur. Ben, je sais pas si je suis super fort comme entraîneur, mais en tout cas, si déjà tu as confiance en moi et tu te lâches, ça va être plus facile d'envisager une collaboration. Tu as des athlètes, tu les as, mais c'est pas qu'ils te font pas confiance à 100%, c'est qu'ils ont leur façon de faire, leur train-train, et c'est difficile de les faire abandonner ça et de dire vas-y, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Manon, elle joue le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu des résultats ensemble, euh, si je lui dis qu'il faut vraiment qu'elle apprenne ce mouvement, elle va se donner vraiment tout le mal possible pour l'apprendre et elle se lâche dès demain. Et heureusement, j'en ai eu quelques-uns comme ça, des athlètes avec qui on avait déjà eu des degrés de performance hyper importants. On y reviendra après si tu veux. Mais c'est vrai que Manon, dès qu'on met en place un game plan, et vraiment on regarde. Hein. Pour donner un exemple, son dernier adversaire qu'elle a eu à l'UFC, j'ai regardé 83 fois son dernier combat et à peu près une cinquantaine de fois l'avant-dernier pour essayer de m'imprégner de ce qu'elle fait, de sa gestion du stress, de ses déplacements. Donc on essaie vraiment de bosser là-dessus. Après, s'il y a la confiance en plus à côté, effectivement, là, ça fait le niveau de performance qui est celui de Manon aujourd'hui. d'accord, 83 fois quand même. Ouais, j'essaye de le regarder sous plusieurs angles en fait. J'accorde un angle sur le rythme et le volume de coups calmés, j'accorde un angle plus axé sur les déplacements, j'accorde un angle sur les coups les plus fréquents. Tu vois, j'essaye de visualiser le combat mais de façon différente à chaque fois pour essayer de m'aiguiller, de me donner un mindset sur la suite. Donc ouais, j'y regarde vraiment beaucoup les combats avant. Dis donc, bah, tu pourrais presque nous chorégraphier le combat, en fait, les yeux fermés, là. Ah ouais, clairement, le combat qu'elle fait au Dana White Contender Series contre Chelsea Hackett, je crois que je le connais par cœur à la seconde près. Oh, Mais après, tu vois, en tant que fan, je le regarde une fois, et après, c'est comme l'UFC, tu vois. Cette nuit, on va avoir la chance de regarder cet événement. Alors, je regarde pas tout en tant que coach. Je vais regarder là où j'ai des combattants, là où je peux comparer avec le niveau de performance de mes gars. mhm, mhm. Mais la première visualisation, c'est le fan. Il regarde, il savoure, il profite. Après, il y a des flyweights cette nuit. Il y a un combat flyweight pur et un combat bantam, mais en fait, ce sont des flyweights, donc je vais regarder attentivement parce que ce sont des adversaires potentiels de Manon. Je vais regarder la catégorie des 61 et des 66 parce que j'ai des gars là-dedans et j'espère que ils seront très rapidement à ce niveau-là. Mais Mhm. le premier regard, c'est toujours le regard du fan de MMA que je suis resté, que je suis depuis 20 ans. Quoi. Ah, bah, dis donc, waouh. Bah, d'ailleurs, ce soir, tu as quoi de prévu, hein? Tu as un programme particulier, Alors, là, ce ce soir? soir, c'est le live avec toi. Ensuite, je participerai à l'émission de RMC Sport tard. Tard, ils font une émission Mhm. spéciale pour l'UFC aux alentours de minuit, donc j'interviendrai aussi sur cette émission parce que ça me fait, en plus, ça me fait plaisir parce que j'ai pu rencontrer Fernand. Ça fait des années qu'on se connaît et qu'on échange et qu'on travaille ensemble. Cyril, on se connaît moins, mais je l'ai rencontré lors des rassemblements de l'équipe de France et c'est un garçon qui a tout mon soutien et tout mon respect, donc j'espère vraiment que qu'il va performer ce soir et qu'il va pouvoir rentrer dans le précieux top 3 de l'UFC dans la catégorie poids lourd. Est-ce qu'on a une prédiction? Alors, ouais, moi je vois Cyril gagner à la décision. Après, Jairzinho Rozenstruik, c'est quand même quelqu'un de très dangereux en fait, tu sais, souvent, il y a pas mal de combattants qui mentalement, surtout en poids lourd, perdent et leur physique et leurs espoirs, en fait,
si le combat est compliqué, la faculté qu'a ce poids lourd-là et sa dangerosité, en fait, elle réside dans le fait que il est il a du cardio. Déjà, c'est pas c'est quand même rare. Il est capable de faire 5 rounds. Donc, on va plutôt dire ça comme ça. Et en plus, il perd pas espoir. Tu vois, si tu regardes le combat qu'il fait contre Overeem, il est dominé pendant 4 rounds et 9, on va dire. Mais Ouais. il perd pas espoir. Et puis, à 30 secondes de la fin, il sort un hook et sur un cross, il met KO et il gagne. Donc, ce sont des adversaires dangereux parce que il croit en lui jusqu'à la dernière seconde. Il croit en à sa puissance, son KO power jusqu'à la dernière seconde. Donc, ça fait de lui un client très compliqué. Mais moi, je vois Cyril techniquement au-dessus. D'accord. Ok. Très bien. Bon, de toute façon, moi, je vais pas être contre, hein. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. On croise les doigts. Allez, Cyril, hein, on est à fond, en tout cas. Je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure concernant le lien, en tout cas, avec les combattants. J'aimerais savoir si le fait d'avoir une amitié ou un feeling, ça, c'est primordial pour toi quand tu coaches. Hum, je sais, primordial, je sais pas. Je te donne un exemple. Le lien que j'ai aujourd'hui avec Manon, vraiment l'alchimie, on va dire, je l'ai déjà eu avec d'autres combattants. Je vais en citer un, même s'il y en a vraiment beaucoup. Je l'avais avec Christopher. Christopher Jacquelin, qui était, on va dire, il le sait, hein, de toute façon, c'est pas un secret, il était à un combat de l'UFC puisqu'il avait fait la ceinture du Cage Warrior il y a de ça une paire d'années. Et le gagnant signait effectivement à l'UFC, on le savait, c'était établi. Et, euh, et j'avais ce lien vraiment où Chris il me faisait une entière confiance dans le game plan que je lui proposais. Et quoi qu'il arrive, il le faisait. Il l'exécutait avec sa technique et avec son professionnalisme, parce il est gendarme dans la vie de tous les jours. Donc, il y avait une rigueur dans l'application de ce game plan qui était exceptionnelle. Et ça nous a amené donc déjà très loin à l'époque, surtout avec les moyens qui étaient les nôtres à cette époque. Après, j'en ai d'autres avec qui il y a moins d'affect parce qu'ils sont moins démonstratifs, donc il y a moins cette alchimie, mais il y a quand même une connexion, une confiance en tout cas du travail, de l'investissement et comment dire et de la solution proposée. Mais il y en a certains avec qui je vais plus échanger. Ça va dépendre beaucoup de la personnalité du fighter et de quelle façon il trouve son équilibre à lui, tu vois. D'accord. Je pensais notamment à Axel, Axel Sola, même si c'est un jeune combattant, on est plus dans le brainstorming et dans la discussion. Euh, c'est parce que son équilibre à lui est dans ce sens-là. Tu vois. Ça, je pense que ça dépend. Le travail du coach, c'est de justement d'établir la connexion là où elle est souhaitée. C'est-à-dire qu'il y a des combattants qui ont un certain degré d'affect. Il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin du tout. Il faut essayer si tu gères plusieurs combattants, il faut essayer de satisfaire de par ton comportement à ce qu'attend le combattant qui est avec toi. Ok. On a Cyril Bravet qui dit il faut une connexion pour performer. Ouais, Donc, voilà. Cyril, il est bien placé pour parler parce que ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. C'est un ancien fighter aussi. Et je me rappelle plus de quelle année il date le sujet d'M6, mais on était tous les deux sur un des premiers sujets d'M6 sur le MMA en Suisse pendant l'événement du 2007. SHC. Ouais, c'est quelque chose comme ça. 2007. Mm. Donc, il sait de quoi il parle, Cyril. La remarque est légitime, mais il peut se la permettre, on va dire. Oui. En 2007, du coup, bah, c'est vrai, il y avait le premier, enfin, un des sujets d'M6 sur le MMA, dont tu faisais partie et que tu n'as pas forcément gardé un très très bon souvenir, c'est bien ça? On sait, tu sais, malgré tous on va dire, les mauvais retours de ce sujet qui ne m'avait absolument pas plu, bien sûr, puisque moi, j'aime pas bien sûr que c'est un sport de combat, bien sûr que ça peut être violent. Hein, faut utiliser le terme, hein, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à écouter ça. On fait pas de la danse. Et j'aime bien Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est on joue au foot, on joue pas au MMA. Et c'est la vérité. Après, de là à faire passer des sportifs de haut niveau pour des voyous ou des combats de coq, là, je suis nettement moins fan. Cela étant,
Je l'ai refait, l'émission de Bernard de la Villardière, il n'y a pas très longtemps. Alors, elle est passée un peu inaperçue parce qu'il y a eu le Covid et le premier lockdown, mais on l'a refait au Boxing Squad. Et je l'ai remercié vraiment et son équipe aussi parce que le rendu était intéressant et c'était objectif. Certes, la première partie du reportage qui était sur le MMA au Daghestan m'a Oui, nettement moins plu. Euh, mais en tout cas, la partie qui était au club, euh, je l'ai trouvé très correcte et très à même de la réalité. Donc, tu vois, il faut redonner une chance. Je pense que oui, les médias, ils ont surfé un moment sur l'image un petit peu de tous les coups sont permis, de ceci, de cela. Et en fait, après, quand tu les éduques, entre guillemets, que tu prends le temps de leur expliquer que, tu vois, quand ils sont venus à Nice, ben, ils ont pu voir ce que c'était. C'est-à-dire que il y a, sur le tapis, il y avait un médecin du sport, un préparateur physique qui est titulaire d'un doctorat en sciences du mouvement. Le MMA, c'est ça aujourd'hui. C'est du sport de haut niveau. C'est pas de la bagarre. En tout cas, la personne qui le voit aujourd'hui comme de la bagarre de rue, elle est très mal informée et, et je veux dire aujourd'hui, les indicateurs, ils tendent vers ça. C'est pour moi le sport le plus exigeant, le plus énergivore, le plus technique des sports de combat du panel mondial et même du sport en général. Parce que tu vois, pour avoir eu été sportif de haut niveau au football, c'est quand même tu as une palette technique que tu apprends des petits, donc qui est plus facile effectivement à maîtriser, mais ça n'a rien à voir avec le MMA, toutes les exigences qu'il y a dessus. Et puis, un sport co, tu es couvert, entre guillemets, par tes 10 autres partenaires ou 4 autres partenaires au basket, mais le MMA, tu es seul face à toi-même, face à la performance que tu dois faire. Donc, c'est vraiment un sport qui mérite le respect. ah oui, complètement, complètement. C'est vrai que nous aussi on lutte de notre côté, en tout cas pour faire comprendre que c'est pas, c'est un sport, que c'est un sport avant tout, au même titre que le karaté, que le Bien sûr. judo. C'est juste que ça rassemble en fait un petit peu toutes ces disciplines et que, ben, c'est dommage encore que, bon, de toute façon on va y arriver, hein, mais c'est encore dommage, c'est encore dommage. Non, mais de toute façon, ça y est, je veux dire, aujourd'hui, les détracteurs, ils peuvent plus rien faire. La machine est lancée. J'ai encore pas mal de contacts à l'IMAF qui m'ont dit qu'ils sont pour parler avec pour le sport olympique carrément. Donc, clairement, aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La reconnaissance, elle arrivera. Elle mettra peut-être un peu plus de temps en France à vraiment être démocratisée parce qu'il y a ce lockdown et le fait qu'on peut pas. Je veux dire, le MMA, il vit par rapport à ses adhérents, par rapport aux gens qui font ça en loisir et en amateur. Et pour le moment, ils peuvent pas s'exprimer, mais ça va arriver très vite. J'en suis persuadé. Mais à l'ouverture des salles de sport notamment, hein, pour remettre en place le MMA loisir quand même, qui il y a quand même, c'est vrai, énormément d'adhérents. C'est juste que voilà, la visibilité, les personnes voient tout de suite l'UFC en fait. Quand on leur parle d'MMA, ils voient l'UFC et ils n'arrivent pas à voir que c'est pas uniquement de la compétition du haut niveau, c'est aussi du loisir, c'est aussi prendre du temps en tout cas pour se dépenser. C'est pas ce qu'on peut penser. Mais bon, on va y arriver. Moi, je sais qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. En plus, on a pas mal de J'espère. personnes qui nous envoient des messages régulièrement pour poser plein de questions sur le MMA. C'est dommage, mais ils sont vraiment en manque d'informations. Vraiment. Ouais, après, je pense que l'UFC a réussi un coup de poker extraordinaire. C'est-à-dire que là où tous les clubs se sont arrêtés, la NBA s'est arrêtée l'année dernière, la NFL s'est arrêtée, c'est un génie. Faut dire les choses Dana White. clairement. Dana White, c'est un génie. Il a réussi à faire perdurer l'UFC et ils ont fait leur quota d'événements malgré ce qui s'est passé. Donc, ça a projeté effectivement le sport professionnel vers l'avant. Après, je pense que dès que les choses vont se réguler, qu'il va y avoir la reprise du sport fédéral, les gens ils vont pouvoir voir qu'il y a des championnats de France de MMA, que ces règles IMAF, elles privilégient l'intégrité physique du combattant par le biais de protection et d'un règlement adapté. Ça rentrera dans l'ordre. Mais pour le moment, effectivement, les gens ils peuvent s'informer que de ce qu'ils voient et effectivement les images qu'on voit de façon récurrente en ce moment, c'est l'UFC. Donc les fans, ils aimeront bien, mais c'est vrai que peut-être que ça associe un petit peu trop le MMA à des KO, à des soumissions. Mais au moins, ça fait parler de lui. Puis je trouve qu'aujourd'hui, les combats sont tellement. Le matchmaking est tellement bien fait, les combats sont tellement équilibrés aujourd'hui que, bon, il peut y avoir du sang par le biais de l'autorisation des coudes, mais en dehors de ça, c'est très rare qu'il y ait un déséquilibre technique
les combats sont serrés, les combats sont intéressants, les combats sont âpres, donc ça donne quand même, je trouve, une image de sport et de sport merveilleux. Puis en plus, on a de plus en plus de plateformes aussi en France qui arrivent, en tout cas pour nous retransmettre les événements. Donc ça c'est ouf, hein. Ça c'est ouf. Beaucoup de médias qui en parlent positivement et qui privilégient le dialogue. C'est pour ça que j'aime bien ton podcast, parce que voilà, avoir une connexion avec les gens qui peuvent commenter et puis pouvoir répondre à leurs questions, je trouvais le concept super intéressant. Merci encore. Dans ton équipe, il y a également Christophe Midou. Ouais. Alors, comment est-ce que vous êtes venus à collaborer ensemble? Alors, Christophe, on se connaît depuis 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. J'ai eu le privilège, parce qu'à l'époque, c'était le privilège de m'entraîner avec lui, de monter avec lui au combat, de pouvoir échanger à une époque où il y avait rien, quoi. Là, on parle pour resituer un petit peu, ces années-là, il y avait rien. Même le Pride qui a aidé un petit peu en France à démocratiser tout ça, c'était pas trop, les droits en France n'étaient même pas signés. Et Christophe, c'est la première personne qui a fait un peu mon éducation du MMA en m'orientant vers quelque chose de moins spectaculaire que ce qu'on voyait au Japon et de plus euh, orienté lutte, orienté États-Unis. Après, on s'est rencontrés par le plus grand des hasards, par un professeur de karaté qu'on connaissait en commun. Et quand à cette époque, il faisait des allers-retours encore en France. Après, il est resté en France pendant quelques années. Et j'ai eu la chance d'être son sparring, de pouvoir échanger avec lui. Et on avait toujours dit même si là aujourd'hui il est un peu dans les quatre coins du monde, on avait toujours dit que sur le pôle de haut niveau du club, il serait avec moi. Et dès qu'on a eu l'occasion de le faire, bien évidemment, il a répondu présent. Et puis aujourd'hui, il est avec moi dès qu'il le peut et dès qu'il le doit surtout. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'optimiser une performance sur un gros événement mondial, il est à mes côtés. Ouais. On a Wild White Fang qui dit Aldric, fais-moi rencontrer Christophe. Ah. Ok, ben, tu m'enverras un message en privé, on tâchera d'organiser ça. C'est vrai que bon, c'est un pionnier, que vraiment, il a marqué l'histoire, il a fait l'histoire et il l'a fait encore. Donc, mais je suis content, tu vois, je suis content de pouvoir remettre un petit peu de lumière sur ce mec-là parce que pour moi, c'est mon mentor, c'est la personne qui a fait un peu mon éducation du MMA. Mais tu sais, tu te rends compte aujourd'hui, mais c'est quelque chose de bien, hein, que sur les nouveaux fans de MMA, ils connaissent le MMA depuis Conor. Alors, oui. Conor, il a fait beaucoup de bien au MMA, notamment en ce qui concerne la rémunération. Parce qu'il faut pas oublier, alors on n'aime pas le côté trash talking et tout, mais il a démocratisé le MMA et il a surtout fait multiplier par presque 20 les cachets que touchent aujourd'hui les main eventers, c'est-à-dire les gens qui font les main events de l'UFC. Donc, mais ça n'a pas commencé par lui le MMA. Donc, quand je vois qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est Christophe, ni ce qu'il a fait, et c'est bien. Je suis content qu'on puisse mettre un petit peu de lumière sur Chris et parce que c'est un des plus grands techniciens du MMA mondial, carrément, même pas français. Donc, je suis content de pouvoir lui rendre un petit peu ce qu'il m'a apporté. De toute façon, on essaiera de communiquer un peu plus également sur Christophe, parce que de toute façon, là, en ce moment, on est en recherche des pionniers pour pouvoir permettre en fait, c'est au fil de discussion, je me suis rendu compte qu'il y en a pas mal. Je sortais de quelques noms et autres, et ça leur parlait pas. Je me disais, mais c'est bizarre. Certains sont combattants, ils connaissaient pas certaines personnes. Je me disais, bon, là, il y a un problème. Et avec mon équipe, on a discuté et on s'est dit, là, maintenant, c'est vrai qu'on fait un vrai coup de projecteur sur les pionniers, parce qu'en plus, c'est bien parce que j'ai vu il y a pas très longtemps, j'ai vu James Cavo, pareil, qui mérite une grande considération et du respect parce que le gars, il a quand même sorti. Je veux dire, sortir un athlète et même plusieurs, quand c'est possible à l'UFC, c'est une performance. C'est une performance que peu d'entraîneurs ont fait en France et de ce fait, alors elle mérite le respect, la considération de la communauté et comment dire, c'est pas le mot exact, je l'ai pas je l'ai sur le bout des lèvres, mais je l'ai pas comme ça. C'est pas de la notoriété, mais en tout cas, c'est une prise en compte de son patrimoine technique et de ce qu'il peut apporter au MMA français, voire européen. Donc, je trouvais que c'était bien de le réentendre parler, de le revoir. Je sais pas, si tu as fait ça la semaine dernière. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'ai regardé, j'ai trouvé ça super intéressant.
Bah, c'est très gentil. En fait, c'est pour nous, c'est l'essence même du MMA français. Hein. Mine de rien, vous collaborez tous, en fait. Hein. On le découvre au fur et à mesure, avec la FMMAF notamment. Pour la légalisation, vous avez tous travaillé. Vous êtes encore là à bosser dès qu'il y a des questions et autres. Donc, mais ils sont encore dans l'ombre, en tout cas. Trop dans l'ombre pour nous. Ouais, honnêtement, moi, je suis très confiant là-dessus. Je pense que ça va, je pense que tout va bien évoluer et surtout, euh, je salue le choix de la Fédé de boxe parce que la personne, c'est pas la plus connue, la personne qu'ils ont mis aux commandes. Euh, c'est pas le plus beau, Monsieur Bresfa, hein, mais en tout cas, c'est un des plus travailleurs. C'était une boutade, bien sûr, quand j'ai dit c'est pas le plus beau. J'espère qu'il va écouter ça. Mais c'est un mec qui bosse, qui est travailleur, qui est investi, et du coup, je pense que j'ai aucun doute même sur le fait que ça va performer et il y aura une unicité là-dedans parce que le gars travaille. Et travailler, je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ah. D'ailleurs, là, l'événement de Mathieu Nicourt FFA Challenge va rassembler quand même plusieurs teams françaises avec les combattants donc, et pas mal de pionniers. Donc, c'est hyper intéressant également. Ouais, bien sûr. Non, non, mais je suis ça. J'ai vu je suis hyper hypé par le main event puisque je m'intéresse énormément au MMA féminin. Que Rizlen, en tant que combattante du MMA Factory, elle a tout notre soutien et que Cornelia, on avait fait sa connaissance. Manon l'a battue pendant la demi-finale de la télé-réalité qu'elle avait fait en Afrique du Sud. Mhm. Donc le main event est énorme. Je suis hyper hypé par ce combat et on va regarder ça et on achètera le pay-per-view pour regarder ça au mois d'avril. Oui, effectivement, effectivement. Alors, je voudrais revenir à Christophe Midou. Alors, quel est son rôle pour Manon? Alors le rôle de Christophe en premier lieu, c'est transmetteur d'énergie. C'est-à-dire que le Chris, quand il est dans un endroit, notamment dans un vestiaire ou dans une chambre d'hôtel pour le fight, il t'amène une énergie positive, une bonne humeur. Euh, c'est un garçon exceptionnel. Oula, mais je regarde vite fait les commentaires. Il y a du lourd sur le. Alors, On a la chance il n'y a d'avoir pas de Hassan Ndam, multiple champion du monde de boxe anglaise Ah, que mais je salue. oui! Coucou! Euh, Eh ben, il y a Resilient Sport Management que j'avais pas vu d'ailleurs aussi. Coucou ouais, à Resilient. c'est Adrien, c'est mon associé, parce que enfin, c'est une déduction, puisque vu que je suis avec toi, ça ne peut pas être moi, donc ça ne peut être qu'Adrien. Et on Forcément. a, et on a Monsieur François Maubert. Alors, je m'excuse pour ceux qui m'ont, s'il y en a qui ont parlé avant, j'ai changé mon téléphone de côté, donc je voyais pas les premiers commentaires. Donc là, je vois bien. Wow. Et Il y a beaucoup de coucou, pas Hassan beaucoup de questions. qui se reconvertit aussi en tant que MMA fighter et qui est malgré son palmarès, malgré la légende, parce que ce mec c'est une légende de la boxe. Quand tu vois l'investissement et le souci du détail qu'il met pour apprendre l'appréhension, la lutte et le grappling, c'est c'est vraiment des gens qui ont tout mon respect. Parce que se remettre à 37 ans, se remettre un petit peu, pas avec une ceinture blanche, mais c'est juste pour qu'on on voit l'image et être capable d'apprendre comme ça après avoir fait la carrière qu'a fait Hassan. Moi, de toute façon, si aujourd'hui j'arrive à prétendre à être un bon entraîneur, je ne sais pas si je le suis, mais en tout cas à prétendre l'être, c'est grâce à tous ces gens qui, euh, qui, qui font de moi un meilleur entraîneur tous les jours et Hassan en fait partie. D'accord. Bon, bah, en tout cas, un gros coucou à lui et puis plein de bonnes choses pour la suite aussi. Quels sont tes objectifs, là, tes projets? Euh, les objectifs sportifs, pousser chacun de mes combattants euh, à la recherche de performance et sur bien évidemment un cycle de victoire. Après, je dirais, on aimerait le club en lui-même, c'est pouvoir réouvrir le plus vite possible, bien sûr, c'est donner une place à ses loisirs. Et on va réorienter tout de suite le sport pro, parce que moi, aujourd'hui, j'ai un œil particulier là-dessus. Euh, on aimerait bien mettre un deuxième athlète à l'UFC. Alors, je peux pas encore en parler, mais ce sont des Bien choses qui sûr. sont en négociation. Il y a un deuxième athlète du Boxing Squad qui peut et qui pourrait intégrer dans les prochains mois l'UFC. Et après, dans un autre indicateur de performance, c'est intégrer, avant la fin de l'année, intégrer le top 15, voire top 10 de la catégorie flyweight pour Manon. Allez, on va dire que si on fait ça
cette année et que le reste du roster du club a pu combattre et a pu s'épanouir convenablement, on aura fait une très bonne année malgré les difficultés qui sont les nôtres. Et quelle est la suite pour Manon Furo? Je sais qu'on Bon, peut pas tout dire. alors, Mais- on peut pas tout dire, mais on peut quand même en parler. Il n'y a rien de secret là-dedans. On espère avoir une réponse. On aimerait bien un combat en mai ou en juin. Euh, donc c'est en négociation. C'est quelque chose qui devrait. J'espère qu'on va pouvoir l'annoncer d'ici allez, une petite semaine, 10 jours. Voilà. Ok, Mais il y a ok. déjà, on a déjà, l'UFC nous a déjà proposé un adversaire, un solide adversaire d'ailleurs, un super combat hyper hypant, mais pour l'instant c'est encore en égo. Bon, de toute façon, on fait confiance à Manon, hein, puisqu'elle donne beaucoup de coups, hein, donc ouais. Elle s'entraîne dur là déjà. Elle est en pré-training camp en ce moment. Elle s'entraîne déjà 2 fois par jour et elle s'entraîne. Elle met énormément de d'intensité, comment dire, elle s'attelle énormément à la recherche de la perfection, de la performance. Donc je pense que ça va très bien se passer. Oui, elle a l'air très très sérieuse, très rigoureuse, Manon. Ouais. Et encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, maintenant que le MMA c'est son travail à plein temps, tu as des athlètes qui se relâchent un petit peu. Tu sais, pas comme c'est pas le sentiment du devoir accompli, mais c'est voilà, je suis à l'UFC, bah, je me prépare, je m'entraîne que quand j'ai un combat, puis le reste du temps c'est un peu plus cool. Pas du tout. Elle a encore d'autres objectifs bien supérieurs à celui de faire partie du roster de l'UFC et elle met les moyens pour y parvenir. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont on a parlé là, mais c'est beaucoup ne le savent pas, mais effectivement, les combattants très souvent ont un emploi à côté. Ouais. Bah, ça, le mot professionnel, c'était juste un mot pour définir des combats sans protection quasiment au départ. Je veux dire, bah tiens, je vois un Paul qui était avec moi depuis le début. On est allé au Shooto Belgique ensemble. Je sais même plus en quelle année c'était, en 2004 ou un truc comme ça. Et à cette époque, voilà, il y a rien qui existait. Tu payais toi-même ton essence pour aller te battre. Tu repartais avec gratuit pour faire pour prendre de l'expérience, tu vois, sur des événements. Et, euh, et encore aujourd'hui, les choses ont considérablement évolué. Tu arrives à avoir, euh, on va même pas appeler ça une rémunération, on va appeler ça un dédommagement pour quelques combats. Mais la grande majorité des combattants, ils sont obligés d'avoir. En fait, clairement, hein, soit tu es à l'UFC, soit tu travailles à côté, quoi. Voilà, simple. Mm. C'est un petit peu schématisé ce que je dis, mais on n'est pas très loin de la réalité, cela étant. Ouais, tout le monde, enfin, on en a encore beaucoup qui n'ont pas de sponsors, qui sont pas influenceurs, etc. Donc bon, forcément, on le sait, hein, c'est difficile, mais on croise les doigts avec cette évolution. Il y en a de plus en plus qui, j'espère, pourront en vivre. Je voudrais revenir sur quelque chose. Cage Gladiator. Ouais. Alors, c'était une organisation où tu avais signé pour 3 combats, c'est ça? Ouais, c'était la première orga anglaise à pouvoir, si je dis pas de bêtises, ça passait sur ITV 5, quelque chose comme ça en Angleterre. Si tu veux, à l'époque, euh, c'était les prémices hein, du MMA, mais eux, ils avaient signé avec une chaîne de télé. Donc, ils avaient des moyens importants. Il n'y avait pas encore. C'était plus gros à l'époque, tu veux, que le Cage Warrior aujourd'hui. Il y avait le Cage Rage qui était un petit peu devant parce qu'ils avaient un budget conséquent, mais c'était une orga où tu passais à la télé, c'était sur Liverpool et ils avaient un roadster hyper intéressant puisqu'il y a Stefan Struve qui vient de raccrocher les gants, le poids lourd, qui faisait partie du roadster. Il y avait Mario Sukata et Dave Faulkner qui a fait le The Ultimate Fighter par la suite, que j'ai eu la chance d'affronter. Il y a eu pas mal c'était vraiment le début du MMA business en Angleterre et j'ai eu la chance de faire partie de cette aventure. Ouais. C'était cool. Là, je vois que tu es bien documenté. Ah bah, on essaie, on essaie, on essaie. Du coup, oui. Alors du coup, je voudrais simplement savoir, je suis un peu, alors je cherche, hein, ce que tu as ressenti, parce que du coup, tu as fait 2 combats au lieu de 3, parce Ouais. qu'il y a eu une faillite, c'est ça? Comment tu, qu'est-ce qui t'est arrivé après ça? Comment tu t'es ressenti? Comme j'avais la carrière que j'ai faite, elle m'a servi à pas faire reproduire les mêmes erreurs à mes gars. C'est-à-dire que euh, moi, j'aimais
me tester, j'aimais m'entraîner, mais à l'époque, malheureusement, j'avais rien avec moi. Tu vois que, tu sais, c'est un peu compliqué, mais en gros, pour le faire simple, c'était une carrière de combattant de MMA, mais sans cage et sans MMA. C'est-à-dire que mon emploi du temps de cette époque, c'était d'aller à la boxe anglaise le lundi, d'aller à la muscu le matin, d'aller à la lutte le mardi, d'aller au jiu-jitsu brésilien ou au grappling le mercredi. Et en fait, le mix, tu le faisais toi-même. Tu t'entraînais pas en MMA à cette époque. Comme tu t'entraînes, j'avais personne, j'avais pas de head coach pour ni de manager ni de quoi que ce soit, tu vois. Donc la plupart des combats que je choisissais, c'était du short notice parce que tu connaissais le copain d'un copain. Donc en fait, j'allais où on me proposait, où j'avais un mec qui contactait via les réseaux sociaux ou via un SMS parce qu'il avait dégoté ton numéro, on ne sait pas comment. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment de suivi, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, bah, une porte se ferme, une autre s'ouvrira bien après, quoi. Mais les gens, ils ont du mal à penser à ça, mais en fait, il y avait Oui. rien, il n'y avait pas de club de MMA, il y avait rien de tout ça. Moi, je faisais ça parce que ça me plaisait, mais je m'entraînais même pas en MMA, en fait. C'était une autre époque. Mais en tout cas, tu es passé par pas mal d'organisations. Donc, bon, c'était, Bah, tu sais, à c'est quand l'époque, même c'était, vraiment on qualitatif. t'appelait, t'avais, c'était 3 jours avant, une semaine avant, puis Ah oui. on y allait parce que, mais c'était pas, si tu veux, moi j'avais pas. Aujourd'hui, tu raisonnes, c'est-à-dire que t'as des combattants, ils ont même pas encore commencé leur carrière pro. On a déjà un but, on sait déjà où on veut aller, quel adversaire on va essayer de lui mettre en face pour tester un petit peu euh, son adaptabilité et ses performances. À cette époque, il n'y avait rien. C'est-à-dire que tu savais pas, bon, tu faisais, voilà. Moi, mon rêve, c'était à l'époque d'aller en Angleterre. J'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à le faire parce que en Angleterre, tu avais les cages, les coudes, les règles qui étaient telles que celles qu'on voyait à l'UFC, tu vois. Mais c'était le Graal, c'était ça, mais en fait sans autre but, puisqu'on je connaissais pas de manager, je connaissais pas de personnes qui m'avaient dit prends pas ce combat, fais plutôt ci, fais plutôt ça. Euh, C'était notre époque, mais alors moi je la regrette pas cette époque parce que c'était Oui. plutôt anarchique, mais bon ça fait partie de l'histoire, c'était comme ça. Ah, je vois qu'il y a Miguel qui confirme. Ben, Miguel, malgré le fait qu'il soit pas vieux, parce qu'il a même pas 30 balais, il a connu ça. Il a connu ça parce que, pareil, quand il a démarré sa carrière à 18 ans, ben, c'était encore, il y a plus d'une dizaine d'années, c'était encore perfectible et aléatoire. Miguel Haro Alors, en tout reconnaîtra. cas, on n'a pas pu lire tous les commentaires parce qu'il y en a vraiment beaucoup, en tout cas, qui t'encouragent, qui te remercient, qui te félicitent. Donc, à part, oh, on en a un, c'est Macabinis qui dit, il a l'air gentil comme ça, mais il ne faut pas le voir énervé en training. On viendra voir ça. On va voir ça. On passera voir Je, ça. moi, je suis exigeant dans mon rôle de coach, dans ce que je demande. Donc, effectivement, j'attends la même chose des mecs qui s'entraînent avec moi. Mais en dehors de ça, je pense pas être méchant, mais exigeant, oui. Ça, oui. C'est, euh, c'est, euh, c'est la performance. Elle se réalise avec un investissement permanent. Si tu te relâches, ben, l'adversaire que tu vas avoir, c'est pas dit qu'il se relâche en même temps. Oui, c'est vrai. Alors, Donc, on ouais, va je suis finir très avec un exigeant. On Oui, va finir avec un petit jeu, puisque je dois te libérer parce qu'il faut que tu te prépares quand même pour aller à RMC tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux me citer 3 noms de combattants que tu considères comme The GOAT? Je laisse 3 noms parce que parfois un c'est difficile. 3 noms. Oui. Ok. Je vais juste te poser une question. On prend des combattants actuels ou on prend des combattants qui ont raccroché? Oh, peu importe, peu importe. Ceux qui t'ont marqué et que tu estimes être The GOAT, à tes yeux. Ok. Allez, on va prendre un petit peu des noms comme ça les gens ils iront rechercher. Alors, Oui. Georges Saint-Pierre, il fait absolument partie des GOAT, quoi qu'on en dise. Parce que à sa façon aussi, il a révolutionné le MMA de par le fait qu'il n'avait pas vraiment de. C'est un karatéka, mais qui est devenu à la fin, qui pouvait lutter avec des lutteurs olympiques et boxer avec des boxeurs professionnels de boxe anglaise. Donc, Mhm. ouais, Georges,
Et sur les trois que je vais citer, il y en a deux que je connais personnellement, mais c'est pas parce que je les connais que je me suis entraîné, que j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux, c'est vraiment par leur vision du MMA. Donc Georges, voilà pourquoi, parce que à son époque, il a aussi contribué à l'augmentation via les pay-per-view et sa popularité de la rémunération des fighters, parce que c'était pour moi le premier combattant vraiment vraiment complet. C'est-à-dire qu'à cette époque, tu avais quand même toujours un background derrière, des gens qui venaient de la lutte ou du pied-point ou de la boxe anglaise ou du jiu-jitsu brésilien notamment. Et Georges, il avait rien. C'est-à-dire qu'il avait tout était tellement à très haut niveau que c'était même difficile de. Oui, il venait du karaté, il le manifestait en rentrant souvent avec un haut de dogi, mais tu le voyais pas dans le combat parce que dès le milieu de sa carrière et la fin de sa carrière, il utilisait plus le jab que les coups de pied de karaté et autres. Il avait une lutte exceptionnelle et bien sûr ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc ouais, Georges, pour moi, il est obligatoire de le mettre dedans. Euh, alors, on va le mettre en deux, Georges, parce que je le fais chronologiquement. En premier, moi j'aime bien Ayato Sakurai. Pourquoi j'aime bien Ayato Sakurai? Parce que pareil, dans une époque très très lointaine, là on parle de combat dans les années 97, 2000, le gars avait déjà il était déjà super complet par le biais de son judo, par le biais du sol et du grappling qu'il avait déjà acquis et sa boxe qui était loin d'être dégueulasse. En plus, le gars prenait n'importe quel combat à n'importe quel poids. Il a fait la ceinture du Deep Japon contre Anderson Silva. Il a fait des combats il a fait l'UFC contre Matthews. Il a fait des combats de ouf Ayato Sakurai. Et il a un record largement positif malgré le fait qu'il a pris personne. Euh, donc, euh, donc ouais, en premier, je mettrais Ayato. Et, et oui, j'aime bien John Jones, mais je le mettrai pas dedans parce que pour moi, un GOAT, ça doit être exemplaire dans la conduite et dans l'attitude dans la cage et en dehors de la cage. Et, euh, et malgré tout, Khabib, on peut rien dire. Hein, je veux dire. Alors ok, si on parle d'en dehors de la cage, c'est vrai qu'il y a eu des petits échauffourés, mais qui étaient à mon avis, même si à la base, je suis plus fan de Conor, hein, mais non, Khabib, Nurmagomedov, c'est complètement à part. Quand tu vois quand on commence à comprendre ce qui s'est passé pour sa dernière défense de titre contre Gaethje et la performance qu'il a été capable de délivrer, ouais, il est numéro un, il est numéro un de très loin. Et surtout quand j'entends les gens qui disent ouais, mais il sait pas boxer. Alors, il a un style qui est orienté sambo, certes, mais il boxe à un niveau hyper haut et il serait capable de boxer avec des mecs en pied-point ou en anglaise à très très haut niveau aussi. Donc ouais, Khabib de très loin en numéro un. C'est surtout qu'en plus, son dernier fight, apparemment, il a eu l'orteil cassé, les oreillons, Ah, enfin, plein de choses et qui sont surtout passées. le mec qu'il avait en face, quoi. Justin Mm. Gaethje, c'est un tueur. En plus, il a tout. Il a une frappe lourde, il a un excellent niveau de lutte, il fait des calf kicks, il fait des low kicks, il est très puissant sur ces items-là. Donc, il est, alors, je vois juste un petit commentaire. On a une petite On me question. dit, ouais, Mehdi Takev, on va en parler de Mehdi Takev. Mais en fait, j'en ai parlé sans en parler. Alors, je vais trahir le petit secret que je t'avais dit tout à l'heure. Comme ça, J'ai déjà compris. Mehdi Dakaev, j'en ai pas parlé, j'ai pas prononcé son nom, mais je t'ai dit tout à l'heure qu'on était en train d'essayer de signer un deuxième combattant à l'UFC. Et bien évidemment, Monsieur Bitirimov, il s'agit de Mehdi, qui de par son niveau de performance, de par la ceinture qu'il a prise sur une organisation majeure, la série de victoires qu'il est en train d'effectuer et le niveau qu'il a, il mérite amplement sa place là-bas. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais Mehdi, déjà, je l'ai depuis qu'il a 18 ans, grâce à mon ami Mago qui me l'a amené dès qu'il est arrivé en France. Puis la carrière qu'il a fait aujourd'hui et le niveau surtout qui est le sien aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. Merci beaucoup d'avoir répondu à sa question. Alors, on termine avec le quiz. Ouais. Alors, tu es plutôt Pride ou UFC?
Ah, c'est une question. Il faut faire attention à la réponse. Hein, là, du coup. Ouais, c'est une question compliquée. Je te la fais en 10 secondes, on la fait courte. Moi, j'étais plutôt Pride parce que c'était soigné, tu sais, au niveau des petits reportages, au niveau des entrées des combattants et tout. Et en fait, quand je te disais que Christophe, il avait contribué à mon éducation martial et de combattant et de coach de MMA, tout de suite, il m'avait dit, mais tu sais, le niveau à l'UFC est plus élevé. Et force est de constater que quand ils ont croisé un petit peu les niveaux et que les mecs du Pride sont allés à l'UFC, il y en a très peu qui ont performé. Parce que effectivement, le ring, c'est pas la cage pour la lutte et les règlements différés. Mais c'est vrai que en tout cas le côté business et le côté performance et storyboard du Pride était quand même quelque chose de fabuleux. Et tu es plutôt Flying à la Georges Masvidal ou Kimura à la Sakuraba? Sakuraba, je suis fan absolu. Je l'ai pas mis comme GOAT parce que les grands combats qu'il a fait, il les a souvent perdus. Mais Sakuraba, je suis absolument fan de. Je l'ai rencontré, même s'il était en kit quand je suis parti au Japon m'entraîner. J'ai pas pu m'entraîner avec lui parce qu'il était déjà souffrant de partout. Il a l'oreille à moitié arrachée, les genoux qui sont très abîmés, les deux. Mais ouais, c'est une légende, Sakuraba. Donc je peux être que Kimura à la Sakuraba, parce qu'en plus, il a battu 4 membres de la famille Gracie grâce à cette Kimura qui faisait un peu à la volée. Donc, il faut s'en rappeler. Comme quoi la Kimura, ça sauve. Non, Voilà. il faut savoir. Alors, plutôt Vanderlei Silva ou Tito Ortiz? Ils se sont affrontés, hein. Après, l'aura que dégageait Vanderlei à l'époque notamment du Pride, euh, c'était exceptionnel, quoi. C'était exceptionnel. Donc, tu peux être que fan de Vanderlei. Cela étant, ils se sont affrontés. C'est Tito qui a gagné. Voilà. Jason Statham ou Scott Atkins? Statham. Cinéphile un petit peu? Ouais, c'est pour ça que je suis particulièrement en deuil. Je rebondis sur Sofiane Boukishou, super combattant qu'on a au club aussi, qui a fait le Cage Warrior, qui a fait Ares. Oui, je connais Et, son nom. et Sofiane, il me dit oui pour la Kimura parce que c'est un de ses spéciales aussi. Donc oui, mon soso sur la Kimura. Et d'ailleurs, vous allez voir que vous allez réentendre parler de Sofiane Boukishou dans les semaines qui vont venir. C'est une promesse et un engagement. Ouais, plutôt Statham, j'aime bien. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est compliqué parce que le cinéma me manque énormément. J'aime bien, moi, aller. J'aime beaucoup ça le week-end pour relâcher un petit peu et c'est quand même super compliqué. C'est plutôt quel genre de film? J'aime bien les thrillers. J'aime bien Ok. les thrillers. Ouais. S'il y a un truc sur le MMA, je vais pas forcément aller le voir parce que je vais être déçu, parce que ça va. J'aime bien et j'ai envie de couper un petit peu quand je vais au cinéma. Donc soit tu vas me voir avec un thriller, soit je vais aller voir n'importe quoi, un dessin animé, une connerie comme ça. Mais ouais, C'est vrai? ouais. Ah ouais, carrément. Non, mais j'aime beaucoup le combat, hein, ma foi. Hein. Dernièrement, j'ai vu c'est Kung Fu Killer, je crois, avec Donnie Yen. Ouais, ouais, Je ouais. sais pas, il est ouf. Ah, enfin, Bah, bref. si tu Bon, ça, veux, moi je te dis pas que j'aime pas, je te dis juste que quand tu fais ça 80 heures par semaine, des fois le week-end, j'aime bien couper. Surtout qu'en plus, comme je te le disais, tout ce qui passe, je sais pas, je dois visualiser à peu près, ça dépend des semaines, mais ouais, entre 5 heures et 15 heures de MMA par semaine. Donc si en plus je vais voir un film de combat, ça fait trop, je pense. je sais pas si je vais perdurer. Donc ouais, j'aime bien couper quand même quand je vais au ciné. C'est mieux suivre Disney, je comprends. Ouais, c'est pour Histoire ça. de faire une vraie rupture. C'est pour ça. Madison Square Garden ou Accor Arena La Défense? Ah, le Madison, c'est mythique quand même. Même si on a envie de voir du MMA en France, euh, c'est compliqué là quand même. Mais ouais, Oui, moi j'aime bien il y a deux salles comme ça que je trouve mythiques aux États-Unis, c'est le Madison et le César Palace. Donc ouais, quand même, allez, on va miser sur les Ricains là. Même si l'envie, le MMA français, il n'a pas démarré encore comme il devrait démarrer parce qu'on n'a pas eu trop de chance. C'était quoi, 1 ou 2 semaines près, Yoka, ils avaient eu droit et oui, monsieur Endam, le Madison, rien à dire, je suis d'accord. Mais le MMA, alors c'est pas parce que je suis pro UFC ni pro Bellator que je vais dire ça, mais le Bellator c'était un très beau show, mais il y avait
pas beaucoup de public, c'était assez compliqué. Et le MMA, français en tout cas, on doit avoir un truc énorme avec des tribunes pleines et c'est comme ça que je vois les choses. Là, pour l'instant, ce sont des tests, on va dire, pour tester un petit peu le travail de Monsieur Brézéfin et son règlement fédéral et tout ce qui va avec. C'est pas encore le vrai MMA qui a démarré en France. Donc, pas Accor Arena à la Défense. Tu comptes pas peut-être tester le promoteur, non? Non, mais en tout cas, tout ce qui va se faire en France, moi, je le regarde attentivement parce que tu as toujours des choses à apprendre. J'ai été très attentif du MMA GP organisé par les Oui. mecs d'Obi Fight. J'ai regardé le Bellator quelques jours après. Honnêtement, je regarde tout ce qui s'y fait. Mais là, c'était pas, je peux pas, on peut pas parler entre le Madison et l'Accor Arena, c'est pas possible. Il n'y a pas moyen. Non. Et puis, la petite dernière question, hein, tacos ou KFC? Alors, déjà, est-ce que tu fais attention à ton alimentation? Ouais. Surtout maintenant que je m'entraîne, si tu veux, quand tu passes de l'autre côté de la barrière, et même si j'arrive encore à m'entraîner, et je veux surtout continuer à m'entraîner parce que d'un point de vue cage control, grappling et tout, je pense que c'est important d'avoir un œil avisé parce que l'évolution, elle est tellement permanente que tu peux pas devenir un entraîneur avec un sifflet. Je veux dire, si tu es sur le terrain, tu te dois de t'entraîner pour. Ah là, je les vois bien les commentaires, il y en a Demander qui à appellent. Barry. Euh, je sais pas pourquoi il faut demander à Baris là Kimura, mais Baris qui est également un combattant du club qui a 2-0 pour l'instant professionnel, qui est invaincu. Je sais pas, vous vous débrouillez. Je peux pas savoir ce que vous faites avec vos bras et vos Kimura, messieurs. Euh, Ça y est, ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé. Que je reprenne le C'était truc parce que c'est par rapport monsieur à Hamza. l'alimentation. Ouais, donc je m'entraîne moins, même si je m'entraîne toujours. Après, non, j'ai jamais été vraiment fan moi de la junk food. Franchement, allez, si on doit parler de péché mignon, je vais te parler d'alimentation. Je parlais de tacos, d'accord. Je te parlerai plus de pop-corn au cinéma et de bouffe italienne. Sucré ou salé les pop-corn déjà? Sucré, la base. Ah, on est d'accord. Mais On est ouais, d'accord. je te parlerai plus de ça, de pâtes aux boulettes, de tiramisu et de trucs comme ça, de cannoli, de cannelloni, de Ah, choses comme ça. Ouais. C'est pas va nous vraiment faire regretter les restos italiens. la junk food. J'ai jamais été vraiment super fan, sincèrement. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, un grand merci à toi. Je vais te laisser quand même transmettre un dernier petit message, en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de messages gentils et bienveillants à ton attention. Alors, je t'en prie. Eh bien, je remercie vraiment les gens d'avoir été présents, d'avoir animé un petit peu cette soirée. J'espère vraiment que ça y est, là, on parle de bouffe. Si on refait un podcast d'une heure Bah, sur la tout, bouffe, non. je pense qu'on a 400 personnes. Hein. Euh, Pourquoi des pizzas, tout ça? mais, et oui, la Tant bouffe pis. italienne. Mais ouais, il y a du beau monde sur le chat. Hein. Il y a des UFC fighters, il y a des multiples champions du monde de boxe, il y a du bon monde. Euh, ouais, voilà, je remercierais vraiment sincèrement les gens qui nous soutiennent. Euh, et puis un dernier petit message aux gens de mon club. Je vais m'adresser en premier aux amateurs. J'espère qu'on va pouvoir très vite réouvrir les salles, puisqu'on en a deux maintenant à Nice, trois même avec le Maccabi, et qu'on va pouvoir vite repartir sur ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire se voir tous les jours, s'entraîner Oui. et puis évoluer ensemble. Et un deuxième petit message aussi à mes fighters pro, parce que en ce moment, c'est vrai que je voyage pas mal et j'arrive pas à m'occuper de tout le monde. Sachez, les gars, que quoi qu'il arrive, on va trouver encore de nouvelles solutions pour pouvoir évoluer ensemble. Et même si je vais être encore amené pas mal à me déplacer dans les prochains mois, on trouvera des solutions et encore plus d'investissement et humain et professionnel pour que vous puissiez vous épanouir et continuer les carrières exceptionnelles que vous avez déjà tous. Voilà. De toute façon, c'est que du bon. Hein. Si tu voyages, c'est que les choses se passent bien. Ouais, Il mais y a quand tu des voyages, t'es pas fighters dans ta qui salle. battent. C'est ça. C'est C'est plus ça. C'est compliqué. Tu vrai. sais. Et moi, quand j'avais prévu, quand j'avais imaginé l'évolution du club, j'avoue que ce petit paramètre, tu vois,
m'avait pas échappé, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Quand t'es pas là tout le temps, il y a d'autres. Il faut envisager l'entraînement euh, d'une autre façon. Il faut envisager l'entraînement d'une autre façon. Il faut être capable de déléguer. Et c'est pas ma grande spécialité, mais ça va le devenir. Donc, moi, j'encourage tout le monde à suivre, du coup, Aldric et le Boxing Squad, Maccabi Nice également, et Resilience Sport Management, parce qu'il fait un gros travail aussi derrière. Donc, en tout cas, plein de bonnes choses à vous tous. On attend la suite, hein, on attend Monsieur Dakaev également. Hein. Ça On va attend, arriver. n'hésitez Il pas. y a plein de choses qui vont arriver là dans les jours et les semaines qui viennent. Il y aura beaucoup d'annonces et on manquera pas de tenir informé MMA Story France. Super, avec grand plaisir. Et tous les fighters qui sont là, merci en tout cas d'avoir été là. Merci à tous les autres qui suivent les podcasts, les lives, etc. Merci à vous. Et surtout, n'oubliez pas, hein, nous, amateurs, professionnels, peu importe, vous faites du MMA, n'hésitez pas à nous envoyer votre actualité. C'est la base. C'est la base, on essaie de le relayer et c'est le plus important pour nous en tout cas. Merci pour tout en tout cas, Aldric. À Merci. bientôt. À Bonne très soirée à tout vite. le monde. Au revoir. Bonne soirée.